Le brunch politique Sud Radio. Tour d'horizon, petites phrases, confidences, analyses. Louis Morin décrypte l'actu politique avec ceux qui la font. Bonjour, l'invité du brunch politique aujourd'hui, Gérard Filoche, membre du bureau national du Parti socialiste. Au menu du brunch politique, le deuxième débat de la primaire à gauche qui aura lieu à 18h. Aujourd'hui, les propositions sur l'emploi des différents candidats, la conférence de Paris sur le conflit israélo-palestinien et puis l'élection présidentielle de 2017. Louis Morin. Le brunch politique Sud Radio. Bonjour, Gérard Filoche. Bonjour. Merci d'être notre invité aujourd'hui en direct sur Sud Radio. Allez-vous regarder tout à l'heure le deuxième débat de la primaire à gauche ? Oui, bien sûr. Je regarderai aussi le troisième. C'est passionnant. Sur le fond, quand on écoute, quand on prend la peine de décortiquer les propositions des uns et des autres, sur la forme, ça n'a pas été bien le premier. C'était pas assez vivant et vraisemblablement... Ennuyeux ? Vous diriez qu'il était ennuyeux, ce premier débat ? Je dirais qu'il aurait fallu d'abord, dans le premier, mettre les choses au point. C'est-à-dire contre le bilan du quinquennat. Et il y a eu une espèce de neutralité pour ne pas faire trop agressif. À mon avis, il y avait le seul débat là-dedans. C'est entre Valls qui défend le passif et le passé, et puis Arnaud Montebourg et Benoît Hamon qui essaient de faire des propositions pour la gauche socialiste et pour l'unité de la gauche et pour gagner. Les autres sont figurants. Et donc, ça aurait dû apparaître plus, quoi. Il aurait fallu critiquer le mandat de François Hollande sur le premier débat. Évidemment, si on en est là, tout ça, c'est à cause de la catastrophe. Qu'est-ce qu'un quinquennat ? Une catastrophe. Vous vous rendez compte, on a 1 300 000 chômeurs de plus. On a l'impression qu'à gauche, plus personne ne veut critiquer François Hollande depuis qu'il a renoncé. Permettez-moi de dire que si j'avais été sur le plateau, je l'aurais fait, parce que 5 ans sans augmenter le SMIC. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire, la gauche, c'est quand même celle qui doit redistribuer les richesses, qui doit corriger les inégalités. Et rien de cela n'a été fait. Au contraire, l'argent qu'il y avait, c'est-à-dire 41 milliards d'impôts, ont été aux grandes entreprises. Et ils n'ont pas créé d'emplois. Et surtout, la surprise totale qu'a été la casse du Code du travail par la loi El Khomri, qui était invraisemblable dans un programme de gauche. C'est-à-dire qu'on a cassé un siècle de droit du travail, là, l'année dernière. Et ça, c'est Valls. Valls, il avait dit à l'époque, je vais pas faire une réformette, je vais faire une révolution. Mais c'est une contre-révolution qu'il a fait sur le Code du travail en tout point. Donc ça aurait dû, à mon avis, apparaître davantage. Alors on va évidemment y revenir. Santé, environnement, lutte contre la délinquance et éducation, ce sont les 4 thèmes du débat de ce soir. Ce sont des thèmes qui vous sont chers ? Chacun d'eux, mes chers. Regardez, lutte contre la délinquance, par exemple, est-ce que c'est un thème de gauche ? Écoutez, la principale délinquance de ce pays est la délinquance financière. Vous avez des centaines de milliards aujourd'hui qui disparaissent avec des magouilles financières de toutes sortes. On sait qu'il y a 80 milliards de fraude fiscale. Vous vous rendez compte, je parle pas du vol d'un porte-monnaie, là, hein. Je parle de 80 milliards qui, sinon, iraient dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos routes, dans nos équipements collectifs et dans notre bien-être. Et 80 milliards de fraude fiscale, c'est quelques dizaines de milliers de gens qui le font. Plusieurs candidats d'ailleurs proposent de les récupérer, ces 80 milliards. C'est le cas de Benoît Hamon, mais on ne sait pas bien comment. On imagine que si c'était possible, ça aurait été fait. Moi, je vais vous le dire, parce que vous savez, il y a eu Offshore Leaks, Swiss Leaks, LuxLeaks, et puis Panama Papers. Ce sont des scandales qui ont été éclatés grâce à des journalistes. Et à chaque fois, on dit, bravo les journalistes, vous avez fait des découvertes, vous nous avez montré qu'il y a des dizaines de milliards à Panama qui ne devraient pas y être. Mais c'est pas aux journalistes de faire ça, excusez-moi. C'est à Bercy. Chaque fois qu'on trouve un scandale comme ça, excusez-moi, chaque fois qu'on trouve un scandale comme ça, pourquoi c'est pas le ministre des Finances et des Budgets qui trouve les 78 milliards qu'il y a? Pourquoi on n'a pas 2000 inspecteurs des impôts consacrés à ça? Parce que permettez-moi de dire, je les embaucherais tout de suite, moi, si j'étais président. Les 2000 inspecteurs. Plus 100, comme on dit dans les films, hackers. Vous savez, les gens qui vont chercher chaque centime. Puisque maintenant, on peut le faire, techniquement. On sait où l'argent de Cahuzac était, à Singapour ou dans l'île de Man, au centime près. Donc, puisqu'on sait le faire, vous souhaiteriez des hackers pour lutter contre la fraude fiscale ? Mais bien entendu. C'est évident que l'État doit se donner les moyens de... Vous m'avez parlé de la délinquance. L'État doit se donner de traquer la délinquance. Quand on nous dit tous les jours on est en crise, on peut pas payer ça, faut faire des économies là-dessus, etc. Et qu'on combat pas la fraude fiscale. Je ne crois pas un seul politique qui vous dit je vais lutter contre la crise et qui ne lutte pas contre la fraude fiscale. Faut pas les croire quand ils font pas ça.
Aujourd'hui, Gérard Filoche, il n'y a pas de réelle volonté de lutter contre la fraude fiscale, bien sûr selon que vous. non, monsieur. Parce que, écoutez, quand c'était Cahuzac, on sait pourquoi il fraudait lui-même. C'était déjà un beau scandale et une belle erreur de casting de monsieur Hollande que d'avoir nommé Cahuzac à l'époque. Et ensuite, après, on a eu Bernard Cazeneuve. L'année suivante, il a fait rentrer 2 milliards sur 80 milliards. Et c'est toujours 2 milliards, il en reste 78, s'ils avaient la volonté. Mais le problème, c'est qu'il faut dire à Bercy. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réelle volonté de l'exécutif aujourd'hui, de François Hollande, vous avez par qu'à exemple. regarder, quand vous aviez Macron et l'Élysée, c'était les banques. On va pas lutter contre la fraude fiscale avec Macron, c'est l'homme des banques. Vous aviez Pierre Jouyet, c'était l'autorité des marchés financiers. Il dirige l'Élysée. Vous croyez qu'on va lutter contre la fraude fiscale avec Pierre Jouyet? Vous croyez qu'on va lutter contre la fraude fiscale en recevant Pébro, en recevant Oudéa de la Société Générale ou du Crédit Lyonnais? Bien sûr que non. Et donc, pour lutter contre la fraude fiscale, faut affronter. En France, faut le dire aux gens, les 4 principales banques françaises ont 8 000 milliards d'actifs. Et c'est à elles qu'on nous demande de rembourser 2 000 milliards de dettes. On se moque du monde. C'est-à-dire qu'on n'a pas combattu la finance. Et c'est parce qu'on n'a pas combattu la finance qu'il n'y a pas eu la volonté, au lieu de taper dans la caisse des 1% de l'oligarchie qui possède tout, on a tapé dans la caisse des petits. On a bloqué le SMIC. Et ça, c'est le contraire qu'il faut faire dans le quinquennat à venir. Il faut le dire aux gens. Si nous, la gauche, nous gagnons, nous augmenterons le SMIC et nous ferons vraiment payer la finance. Alors, Gérard Filoche, tout à l'heure, on reviendra sur les questions économiques. Lutte contre la délinquance, est-ce un thème qui peut profiter à Manuel Valls? Dès qu'il y a une question d'autorité, il est toujours là pour donner des coups de menton. Je vais même être un peu sévère. Regardez dans la dernière émission, le moment où il a retrouvé le sourire, paradoxalement, c'est quand on a parlé du terrorisme. Il était plus à l'aise sur ce sujet que sur les autres. Et j'ai écouté la première phrase quand il se présente, il dit une chose importante, il dit « Je suis pour une république laïque ». Bien sûr, le mot social ne lui sort pas de la bouche. Écoutez-le dans les dernières émissions, a-t-il à un moment dit qu'il fallait répartir les richesses? Ah si, à un moment donné, depuis d'ailleurs, il a dit qu'il allait augmenter les petites retraites de 10%. Mais pourquoi il l'a pas fait depuis 4 ans? Pourquoi il les a bloqués? Il est de gauche, Manuel Valls. Ah oui, parce qu'il est membre du PS. Et oui, le PS, pour moi, est un parti de gauche. Mais dans ça la fait gauche, pas tout. Oui, mais je sais que ça fait pas tout. Il y en a d'autres qui ont été membres du Parti Socialiste et qui aujourd'hui ne se définissent pas comme de gauche. C'est vrai. Mais je vais vous dire, moi, le Parti Socialiste, c'est dans son ADN depuis un siècle. C'est un parti né de Jaurès, il est de gauche. Et aujourd'hui, il a été pris en main, c'est vrai, par son aile droite. Ou j'irais même son aile extrême droite. Valls, c'est l'extrême droite du Parti Socialiste. C'est l'extrême droite de la gauche. C'est Blair, Tony Blair, c'est Schröder, c'est ceux qui ne font pas du bien aux gens, c'est ceux qui font des concessions à la finance et à la classe dominante. Et donc, c'est ça, Valls. Et donc, quand on écoute Valls, moi je dis aux gens, n'écoutez, ne croyez pas quand il parle. Souvenez-vous de ce qu'il a fait. Aujourd'hui, il vous dit, je suis plus pour le 49.3, mais il a fait 6,49.3. Aujourd'hui, il vous dit, je vais augmenter les petites retraites, selon lui, mais il les a bloquées. On lui a imposé les 49.3. Wow, ça c'est culotté. Parce que c'est lui qui l'a fait dire la première fois à la pauvre Myriam El Khomri à l'époque. Elle a zozoté un petit peu à ce sujet-là, puis ils sont revenus en arrière. Et alors, sur la loi Macron, c'est pas lui qui a fait le 49.3, si 49.3. Ça lui a été imposé 6 fois. Oui, d'un certain point de vue. C'est parce qu'il n'avait pas de majorité. Mais s'il n'avait pas de majorité, il fallait qu'il change. Ça ne lui a pas été imposé par François Hollande, selon vous? Non, je ne crois pas. Je crois qu'il était, au contraire, très tonique. C'est ce qu'il sous-entendait. Non, il sous-entendait que c'était la faute aux opposants dans la majorité parlementaire. Mais quand on n'a pas de majorité parlementaire, on fait pas une loi. Si on est un démocrate, on cherche à avoir une majorité parlementaire et on amende suffisamment sa loi pour l'avoir. Si on l'a pas, on renonce, parce que sinon on est dans la dictature. Et le 49.3, c'est rien d'autre qu'un coup de force. Et c'est ce qu'il a fait quand il disait, je répète, avec la loi El Khomri, je vais pas faire une réformette, je vais faire une révolution. Il a fait donc une contre-révolution. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'il fallait adapter le droit du travail aux besoins des entreprises. Mais ça faisait un siècle qu'on se battait pour adapter les entreprises au droit du travail. Donc c'était une vraie contre-révolution. Aujourd'hui, c'est lui qui propose de mettre fin au 49.3. C'est Manuel Valls. Mais pourquoi vous allez le croire? Moi, je m'excuse. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Oui, bien sûr. Enfin, moi, quand quelqu'un, pendant 3 ans ou 4 ans, a fait une chose, je juge sur ce qu'il a fait. Et je sais trop bien le baratin que ça représente de dire je vais être différent. Regardez Valls dans son comportement. Il est à l'aise quand il parle d'autorité, de la République, de l'État, de tout ça, etc. Et il n'a pas d'empathie pour ceux qui travaillent. Il n'a pas d'empathie pour ceux qui bossent. S'il avait passé 6 mois dans une cantine à passer la serpillière, il aurait peut-être autrement par rapport aux 35 heures. Et là, il est allé, Valls, vous savez, quand il est allé en Chine, il a dit au dictateur chinois, rassurez-vous, vous pouvez investir en France, les 35 heures, c'est bientôt fini. Un peu gonflé, non? Et après, il dit, moi, j'ai de l'expérience internationale. Mais vous savez, quand il est allé en Arabie Saoudite, vous savez ce qu'il a dit là-bas?
à côté des pires dictateurs obscurantistes. Il a dit que les salariés d'Air France étaient des voyous parce qu'ils avaient déchiré les chemises. J'en avais la honte, moi, en France, d'entendre un Premier ministre, depuis là-bas, attaquer mes frères et mes sœurs salariés. Gérard Filoche, vous restez avec nous, on fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Le brunch politique Sud Radio. Louis Morin. Le brunch politique en direct avec Gérard Filoche tout à l'heure, donc le deuxième débat de la primaire de gauche. Gérard Filoche, est-ce que vous savez aujourd'hui pour qui vous voterez ? Écoutez, avec mes amis, on a discuté beaucoup. De toute façon, c'est entre Benoît Hamon et Arnaud Montebourg. Voilà. Et c'est pour les 10 jours qui viennent, parce qu'après les 10 jours qui viennent, il y en aura un des deux qui sera en tête. Sauf peut-être la meilleure hypothèse, c'est que Valls soit éliminé dès le premier tour et qu'on ait à choisir entre Benoît et Arnaud. Ça, ce serait bon pour toute la gauche. Ça, ce serait votre rêve. Oui, absolument. A priori, on se dirige pas vers cette hypothèse. Ah, c'est pas sûr. C'est pour sûr, vous savez, pensez que Manuel Valls Valls peut être, il est en chute libre quelque part, il y a qu'à le regarder, il n'y a pas beaucoup de monde dans les meetings, je l'ai dit tout de suite, il n'a pas d'empathie pour parler, et les gens doivent se souvenir de son bilan plus que des pseudo-promesses qu'il est en train de faire. Vincent Peillon est-il encore dans la course ? Pourquoi pas Vincent Peillon ? Moi, je me demande ce qu'il fait là. Je veux dire, je l'écoute, il fait des beaux discours et des belles phrases, mais qu'est-ce qu'il propose dans l'assiette des gens ? Je ne le vois jamais utiliser un chiffre. Il est pour la retraite à 60 ans ou pas ? Il est pour augmenter le SMIC ou pas ? Il est pour la réduction du temps de travail à combien ? À 32 heures ou pas ? Il est pour la précarité. Il n'avance pas de propositions concrètes, c'est ce que vous dénoncez. Oui, et moi, je sais, pour gagner à gauche, il faut avancer des propositions concrètes, parce que les gens en ont marre du baratin. Certains candidats vous ont appelé pour que vous les rejoigniez ? J'ai une discussion sans problème avec Benoît Hamon et puis avec Arnaud Montebourg. Ouais. Non, ça c'est. On est dans la même émotion, dans le même cercle. Voilà, on n'a pas de soucis à l'arrivée. On est tous les trois, par exemple, pour que le 30 janvier, quel que soit celui des deux qui gagne, on est tous les trois pour dire, on appelle Jean-Luc Mélenchon, on appelle Yannick Jadot, et on fait un programme commun de gouvernement à gauche pour se présenter aux électeurs à la présidentielle. C'est possible ? Vous y croyez ? À fond. Avec Jean-Luc Mélenchon ? Mais bien sûr, qu'est-ce qui nous sépare ? On est pour une réforme fiscale. On est pour une réforme bancaire. On est pour l'augmentation du SMIC. On est pour redistribuer les richesses. Vous pensez que on est pour Mélenchon... la 6e République, tous pour la 6e République. Et vous pensez que Jean-Luc Mélenchon pourrait se ranger derrière un Arnaud Montebourg, par exemple ? Mais s'il ne le fait pas, il paierait un prix très cher. Parce que quelle serait l'autre solution ? Aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon est plus haut dans les sondages que le candidat Mais là, vous parlez du casting. Je parle d'abord du programme. Ouais. Un programme de gouvernement, on peut et on doit le faire. Ensuite, sur le casting, comme on est tous pour la 6e République, excusez-moi, il y en a un qui peut être président et l'autre Premier ministre. Il pourrait appeler Arnaud Montebourg à se ranger derrière lui pour être Premier ministre, par exemple. Pour le casting, tous discutent. D'ailleurs, je suis pas le seul à l'avoir dit. Benoît Hamon a dit « Je ne ferai pas, si c'était moi, de ma candidature un préalable ». Et Arnaud Montebourg est sur la même longueur d'onde. Et donc, en vérité, Arnaud Montebourg, il dit, moi, le 30 janvier, toute la journée, on commence la discussion et on prendra le temps qu'il faut. Moi, si on doit rester 3 jours ensemble, on reste 3 jours ensemble, mais on a le programme et le casting. Et je me répète, parce que les gens ont un grand doute, mais il y en a un qui est président, il y a l'autre qui est Premier ministre. Comme on est tous pour la 6e République et qu'on n'est pas pour le pouvoir personnel, ça permet les choses. Alors, vous me direz après, c'est l'Assemblée législative. Permettez-moi de le dire, il y a une solution. Parce qu'en ce moment, il y a 5 partis de gauche qui veulent présenter 577 candidats. On est mort, si c'est ça. C'est mort. 577 partis de gauche, 577 PCF, 577 Verts, 577 PS, 577 Lutte ouvrière. On est mort. Donc, il faut une solution. Et je vous la donne, la solution. C'est qu'il faut que ça soit un candidat par circonscription sur la base du programme commun de gouvernement qui aura été adopté. S'il faut faire des primaires, on fait des primaires. S'il faut négocier et faire une carte de France partagée, on fait une carte de France partagée. Et même on peut combiner les deux. Mais à ce moment-là, on a des candidats sur la base du programme de gouvernement commun. Eh ben, on peut gagner. C'est fini, Fillon et Le Pen avec ça. La gauche peut revenir vraiment, pas celle du quinquennat sortant. La grande alliance de la gauche. Ah oui, comme dans les grandes traditions, du Front populaire, ou de 80, ou celle qui a fait les 35 heures en 97. La gauche, quoi. Qu'on m'entende, la gauche vivante, la gauche sociale, pas la gauche Hollande, pas la gauche de Valls, pas la pseudo-gauche de Macron, qui aurait jamais dû être dans le gouvernement, et qui était une erreur de casting. Alors justement, si c'est Manuel Valls qui gagne la primaire, vous acceptez le résultat ? Ah bah ça, c'était dans le jeu de tous ceux qui sont sur le plateau, hein. Tous ceux qui sont sur le plateau, ils ont dit, on accepte le résultat parce que comme ils espèrent tous que Valls va être battu, c'est la vraie question, faut la poser à Valls, parce que c'est lui, va-t-il soutenir Arnaud Montebourg?
Ça, allez lui poser la question, s'il vous plaît. Mais s'il gagne, vous vous rangez derrière Manuel Valls. Ceux qui sont sur le plateau ont pris un accord de ce type pour que tout le monde se retrouve derrière le vainqueur. Uniquement ceux qui sont sur le plateau. Moi, je suis pas, moi. Ouais. Figurez-vous qu'il y a eu finalement, ça a peut-être des avantages de pas y être. Figurez-vous que Cambadélis, chef du parti, a été tellement partial et tellement magouilleur qu'il a réussi à m'écarter pour mettre 2 ou 3 personnes qui, par ailleurs, ne sont pas représentatives. Ça a été de la magouille? Ah bah pour ça, oui. Je le dis clairement. Vous avez 3 personnes qui n'ont pas de parrainage sur le plateau, et moi on m'a dit t'en as pas, tu peux pas y être. Donc ça. Et Cambadélis était allé jusqu'à proposer à Macron d'avoir une carte sauvage. Moi je ne demandais qu'une carte vitale. Hein. Je suis membre du Parti socialiste depuis 22 ans. Je représente quelque chose dans ce parti, et je suis un amoureux des militants socialistes. Et donc j'aurais été normalement en possibilité de m'exprimer pour défendre les petits salaires et les petites retraites. Mais bon, c'est derrière nous, puis ça m'empêchera pas de parler. Jean-Luc Benamias, François de Rugy et Sylvia Pinel. Oui. Pourquoi est-ce qu'on leur a offert la possibilité de se présenter? Parce qu'ils vont se rallier tous les 3 à Valls. C'est pour ça? Bah écoutez, vous avez qu'à regarder le plateau. Qu'est-ce qui va appeler Valls entre les 2 tours à voter Valls? Benamias l'a déjà dit, Pinel l'a déjà dit, et Rugy le fera. Donc vous avez mis des soutiens à Valls pour aider Valls entre les 2 tours. Et ça sera mis en scène le soir du premier tour. Si Valls est parce que si c'est à Montebourg, ça sera mieux quand même. Gérard Filoche, François Fillon dit non au retour des heures supplémentaires défiscalisées. Je me suis étouffé quand j'ai entendu ça. Vous étiez contre également? Ah mais je me suis étouffé. Il revient à Sarkozy. Il veut faire une campagne de gauche. Alors vous savez ce que c'est les heures supplémentaires défiscalisées? Ce sont des heures qu'on va faire à des salariés qui ont déjà un boulot au détriment de ceux qui n'en ont pas. Et elles vont être défiscalisées, c'est-à-dire qu'elles vont être aidées pour être payées par les impôts, payées par les salariés. Donc les salariés vont par leurs impôts payer des heures supplémentaires à certains d'entre eux, à la place des patrons qui feront du bénéfice de ce fait, et à la place de ceux qui seront restés au chômage. Vous ne pouvez pas trouver une pire solution quand vous avez 6 millions de chômeurs. Donc on l'avait abrogé naturellement. Ça c'est une des choses sur lesquelles Hollande avait tenu sa parole dans les 6 premiers mois. Et voilà, un des rares points sur lequel Hollande avait tenu sa parole, et Valls le remet en cause pour revenir à Sarkozy. Ça devrait suffire à le qualifier. Ça devrait suffire à le qualifier. Ne votez pas pour Valls les 22 et 29 janvier. Venez même pour le battre, parce que vous retrouvez des systèmes de ce type. Et de l'autre côté, c'est François Fillon qui dit non. Mais oui, écoutez, là, c'est même incroyable du point de vue de la logique. Ceci, Fillon doit peut-être avoir vu quelque chose, c'est que, à part la faute de Valls et de la loi El Khomri, entre-temps, les heures supplémentaires sont passées de 25% de majoration à 10%. C'est-à-dire qu'en vérité, le chef d'entreprise peut décider pratiquement tout seul, sans contrepartie, avec des pseudo-négociations, il peut décider de les passer à 10%. Fillon a dû se dire... Donc de les payer moins. Voilà. Donc Fillon a dû se dire de toute façon, grâce à Valls, les heures sup vont être à 10%. Alors pourquoi y toucher? Oui, ce sera pas le sujet principal. Ah mais Valls, c'est 30% du programme de Fillon. Vous entendez? 30% du programme de Fillon. On peut pas battre Fillon avec le programme de Valls. Pour battre Fillon, faut redonner confiance à la gauche, faut donner confiance aux abstentionnistes. Faut leur dire revenez, parce que cette fois, la gauche elle-même va revenir à gauche. Gérard Filoche, on fait une courte pause et on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Le brunch politique Sud Radio. Louis Morin. Le brunch politique en direct avec Gérard Filoche, François Fillon, le programme de François Fillon, donc il dit non au retour des heures supplémentaires défiscalisées, on vient d'en parler, mais il propose aussi de sortir des 35 heures. Vous qui étiez le candidat des 32 heures, ça doit vous irriter. Oui, mais ça met en évidence quelque chose pour tous les gens qui nous écoutent. Souvent, il a été prétendu que si on passait de 39 à 35, ça faisait pas d'emploi. Et Fillon dit, si je passe de 35 à 39 pour les fonctionnaires, ça va supprimer 500 000 emplois. D'un certain point de vue, il prouve qu'il y a une relation de 500 000 emplois avec 4 heures de travail. C'est pour ça que je passais à 32 heures, bien sûr. Parce que quand on a 6 600 000 chômeurs, il faut réduire la durée du travail pour avoir des emplois en plus. Je le dis sans choquer personne, l'avenir, c'est d'aller vers 30 heures, d'aller vers 28 heures. Parce que comme il va y avoir la numérisation, comme il va y avoir des techniques nouvelles, il faut partager le travail. Si on partage pas le travail, on mourra tous socialement. Parce qu'en France, on a par exemple une démographie énorme. On a 850 000 naissances par an depuis l'an 2000. C'est-à-dire que le bébé de l'an 2000, il a 18 ans un an maintenant, 1 an. Il arrive sur le marché du travail.
Eh ben, 400 000 demandeurs d'emploi chaque année pendant les 15 ans qui viennent. 400, sans rien faire. On a 400 000. Donc, il faut partager le travail. Donc, il faut bien aller vers 32 heures. Et Fillon, quand il dit on va aller vers 39 heures, c'est du suicide, c'est de la provocation, c'est un faiseur de chômage. Supprimer 500 000 emplois dans la fonction publique, ils prennent l'Allemagne en comparaison. C'est vrai que l'Allemagne, en comparaison avec la France, a moins de fonctionnaires. Eh oui, non, c'est même pas vrai d'ailleurs. Si vous faites la France doit être la 5e en matière européenne, en matière de fonctionnaires, et c'est en matière de SMIC, on est les 7e. C'est-à-dire que l'Allemagne est plus élevée que nous, par exemple, et la Grande-Bretagne aussi, et l'Irlande aussi. En matière de SMIC, oui. Et en matière de, par contre, c'est vrai, quand il y a des migrants qui arrivent, quand il y a des migrants qui arrivent en Allemagne, il y en a encore qui sont pas payés au SMIC, et qui sont payés à 2 ou 3 euros de l'heure. Comme on essaie de faire en France avec nos VTC, avec tout ça. C'est-à-dire qu'on essaie de contourner le SMIC en faisant que les salariés soient plus salariés. On dira un mot des VTC également. Mais je vous dis ça parce que, en vérité, en France, il faut réduire la durée du travail. C'est la seule façon, humainement, socialement et économiquement. Parce que, qu'est-ce que c'est dans un pays 6 600 000 personnes qui travaillent pas? Ben, ça manque au produit intérieur brut quand même, faut réfléchir. On est obligé évidemment, de verser des assurances chômage. Évidemment, on est obligé de le faire. Au lieu d'avoir un travail partagé par tout le monde, qui permet que tout le monde consomme et qui permet la relance économique. Le chômage, il faut, pour le combattre, faut réduire la durée du travail, faut augmenter les salaires, faut redistribuer les richesses, il faut arrêter que ce soit 1% des gens qui en profitent tout en haut. Gérard Filoche, vous proposiez le SMIC à 1 800 €, l'interdiction des salaires à plus de 20 fois le SMIC. Les 32 heures par semaine, on vient de le dire, et la retraite à 60 ans. Oui, ben pas plus de 20 fois le SMIC. Pourquoi? Parce que Carlos Ghosn, par exemple, et Carlos Tavares pour Peugeot et puis Sochaux, se payent jusqu'à 600 au SMIC. Pour faire quoi? Est-ce qu'ils ont truqué aussi les pots automobiles? Je me demande. Parce que j'entendais la nouvelle tout à l'heure, à midi. Vous savez que Chrysler Fiat, aux États-Unis, et on vient de trouver qu'ils avaient probablement le même logiciel que Volkswagen, et que 104 millions de voitures ont été truquées. Bon, vous vous rendez compte des chefs d'entreprise comme celui de Volkswagen, Martin Winterkorn, c'est-à-dire qui est un escroc, il truque 11 millions de voitures. 11 millions de voitures pour que ça pollue, c'est-à-dire pour qu'on respire des particules fines et qu'on meure plus tôt. Hein. Et le gars, qu'est-ce qu'il demande pour partir? 10 millions d'euros de primes. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit on va avoir du mal à payer, il supprime 30 000 salariés. C'est pas des chefs d'entreprise responsables et ils méritent pas de gagner 600 €. 600 SMIC. Oui, 600 SMIC. Oui, 600 SMIC. Donc, moi, je dis pas de salaire supérieur à 20 €. 20 fois le SMIC, pardon. 20 fois le SMIC, mais je le dis bien maintenant. À 20 fois le SMIC. Je le dis parce que aucun humain ne mérite, par son talent, par son génie, de gagner 20 fois plus qu'un autre. Qu'est-ce qu'on va faire avec 3 yachts, 5 voitures, du caviar tous les soirs, etc. Il faut être raisonnable, faut partager les richesses. C'est anormal qu'on ait sur la planète 87 hommes qui possèdent plus que 3,5 milliards d'hommes. C'est pas normal. Les richesses, et d'ailleurs c'est l'origine de toute notre crise, c'est que les richesses soient pas partagées. Donc voilà un des points qui était mon programme. Et pour le SMIC, vous m'avez interrogé, je le dis, 1 800 €. Alors moi, c'est ce que je défends, je vais vous dire, je les ai amenés avec moi. En Allemagne, le SMIC est à 1 493 €. En Belgique, à 1 502. En Irlande, à 1 546. Au Luxembourg, à 1 923. Aux Pays-Bas, à 1 108. Et au Royaume-Uni, à 1 129. Nous, il est à 1 480. C'est-à-dire qu'il y a quand même de la marge à faire depuis 5 ans qu'il a été bloqué. Et donc là, moi j'entends Arnaud Montebourg, il dit « Je suis le candidat de la feuille de paye ». Bravo, c'est ce qu'il faut faire. Il faut défendre le salaire net et le salaire brut, c'est-à-dire ce qui est sur nos cotisations sociales et ce qui nous permet de vivre. Alors justement, Gérard Filoche, une proposition qui fait beaucoup parler d'elle dans la primaire, c'est celle de Benoît Hamon quant à un revenu universel. J'y suis totalement opposé. Moi, je suis pour un salaire pour tous. Je suis pour un emploi pour tous. Un salaire pour tous, un revenu universel. Mais si nous devons, c'est pas un revenu universel, c'est pas un salaire pour tous. C'est une absence de salaire pour tous, et on vous donne une aumône de 750 € à la place, et vous vous débrouillez avec. Si vous venez pour demander du boulot à un patron, il va vous dire. C'est une proposition qui apparaît sociale pourtant. Non, elle l'est pas. Si vous avez 750 €, vous allez chercher du travail, le patron dit, je vais te rajouter 750 €, puisque tu as déjà 750. Donc, il vous paiera plus les cotisations sociales. Il vous paiera plus la retraite, la maladie, et c'est vous qui devrez la prendre en charge vous-même. Et en plus, les 750 € du revenu universel, qu'est-ce qui va les payer? L'impôt. Et l'impôt, c'est qui? C'est les salariés. Ça coûterait 300 milliards d'euros par an. C'est ce que je ne crois pas non plus, excusez-moi, parce que le budget de l'État, c'est presque 320 milliards. Alors, où va-t-on chercher les 300 milliards? Et par contre, je vous dis tout de suite que 300 milliards, on peut faire ce que je dis. C'est-à-dire le SMIC à 1800, oui. Les 32 heures, oui.
On peut faire bloquer les revenus à 20 fois le SMIC. On peut faire pas plus de 5% de précaires par entreprise. On peut contrôler les licenciements. On peut contrôler les grandes entreprises avec des comités d'usagers, plus de droits pour les salariés et plus de contrôle public. Avec tout cet argent-là, on peut faire du bien aux gens maintenant. Alors, si Benoît Hamon propose un revenu universel, Manuel Valls propose un revenu minimum de décence. Ça vous convient davantage ? Je sais pas très bien ce qu'il veut dire par là. Moi, je voudrais des chiffres. Parce que si on ne chiffre pas, excusez-moi, les minima sociaux, moi par exemple, je veux qu'ils soient indexés sur le SMIC. Voilà. Et on ne devrait pas avoir de minima sociaux, c'est la seule chose qui se discute, à moins de 80% du SMIC ou 90%, ça se discute. Mais c'est vrai que de ce point de vue, et ensuite par exemple dans la jeunesse, ce que je vais défendre là n'est pas le revenu universel. Il y a c'est une l'incitation au allocation. travail qui doit être prise en compte. Mais l'incitation au travail, mais tout le monde veut travailler. Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Il n'y a pas de paresseux dans ce pays. Les gens ont envie d'avoir une fonction sociale et de vivre comme les autres. Et donc, en vérité, regardez les jeunes, entre 18 et 25 ans, qui font des petits boulots, qui gâchent leurs études, etc. Il leur faut une allocation d'autonomie qui leur permette de faire leur formation, et ils doivent pouvoir le faire sans condition de ressources. Il faudrait une branche de la sécurité sociale qui prélève suffisamment d'argent pour que les jeunes soient dans cette situation. Et de la même façon pour les vieux. Pour les vieux, moi j'ai 61 ans, je suis très attentif à la dépendance. Et donc là, il faut un vrai moyen de protection, qu'on mette pas les gens dans des maisons de retraite où ils meurent à 15 grippés d'un seul coup parce qu'on n'a pas pris les soins à temps, hein, et qu'ils soient bien traités. Et donc ça, c'est du social. L'argent, il faut le mettre dans la répartition de la protection sociale depuis la jeunesse jusqu'à la vieillesse. Et c'est ça qu'il faut faire. Et comme on pourra le faire en passant à 32 heures, tout le monde pourra progressivement avoir un travail. C'est ce que j'appelle la reconstruction d'un droit du travail, d'une protection sociale et de la redistribution des richesses. Gérard Filoche, Arnaud Montebourg souhaite une baisse de la CSG pour permettre un 13e mois. C'est pas le point sur lequel je suis le plus d'accord avec lui. Parce que la CSG, il faut comprendre, c'est une contribution sociale. Ouais, elle va donc pas à l'impôt. Contribution sociale généralisée. Elle va pas à l'impôt, elle va aux caisses de protection sociale. Je ne suis pas pour qu'elle soit fiscalisée. Je suis donc pour qu'elle continue d'alimenter les caisses sociales. Et si on baisse les caisses sociales pour augmenter le salaire net, on fait un tour de passe-passe. Je suis pas pour baisser le coût du travail. Je suis pour augmenter les salaires et prendre sur les dividendes. Parce que les dividendes, l'année dernière, ça a été le sommet de l'histoire de France des dividendes, en redistribuant 57 milliards,6. Ça doit être ça, ou 0,4, mais c'est à peu près ça. Et donc, les dividendes n'ont jamais été aussi élevés. Et donc, en vérité, c'est là qu'il faut aller prendre l'argent, et pas dans nos cotisations ou contributions sociales, selon moi. Le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, Gérard Filoche, vous y croyez ? Pourvu qu'on ne confonde pas l'impôt sur le revenu avec les cotisations sociales, c'est important. Parce que souvent, les gens font pas la différence. Pourquoi est-ce que je vous demande ça ? Parce qu'il doit, en théorie, arriver, se mettre en place à partir du 1er janvier 2018. Mais dans les faits, beaucoup en doutent. Aujourd'hui, notamment parce que si la droite arrive au pouvoir, elle a promis de revenir dessus. François Fillon veut abroger le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu. J'ai entendu comme vous, mais François Fillon, il n'aime pas l'impôt, alors que l'impôt, c'est bon pour la République. À condition que l'impôt soit progressif. C'est-à-dire qu'il y ait 20 tranches. Et aujourd'hui, on n'a que 4 tranches. Sous Balladur, il y en avait 13. Moi, je suis pour revenir à 20. De façon à ce que ce soit très fin, très progressif. Et ensuite, je suis pour baisser la TVA, ce que François Fillon n'envisage visiblement pas. Je crois qu'il envisage même de l'augmenter. Parce que la TVA est un impôt proportionnel au lieu d'être progressif. Donc tout le monde le paye. Et c'est pas l'impôt le plus juste de ce fait. Donc moi, je baisserai la TVA, j'augmenterai l'impôt sur le revenu. Et surtout l'impôt sur les sociétés. Parce que les 58 multinationales françaises, elles payent plutôt autour de 8%, alors que les petites entreprises payent plutôt autour de 33-34%. Oui. Et j'inverserai ça. C'est les grandes entreprises qui doivent payer. Parce que c'est elles qui siphonnent l'argent des petites. Et donc de cette façon-là, il y aurait une réforme fiscale en profondeur, si nous gagnions. Et cette réforme fiscale en profondeur, elle permettrait d'être plus juste. Mais je voulais dire une chose importante aux gens. Ne confondez pas l'impôt et les cotisations sociales. Parfois, avec le mot charge, on croit que ça... Non, ouais. Les cotisations sociales, c'est du salaire brut. Vous le regardez sur le haut de votre feuille du paye, ça vous appartient. Ça n'est pas un prélèvement obligatoire, c'est un prélèvement volontaire. Ça a été décidé, c'est une part du salaire qui est mutualisée, mise dans un pot commun et redistribuée à chacun selon ses besoins, quand il est en maladie, quand il a une recherche de logement, quand il est en charge de famille nombreuse, quand il est en accident du travail, quand il est au chômage ou quand il est en retraite. C'est pas une charge, c'est un bonheur, les cotisations sociales. C'est ce qu'il y a de plus beau dans ce pays. Je suis pas certain que tout le monde l'entende comme vous. Mais vous
savez, je peux vous raconter une anecdote sur un film. C'est un film très rapidement. C'est un film qui s'appelle Quémada de Gilles Pontecorvo, qui est un grand cinéaste. C'est un film avec Marlon Brando. Les esclaves se soulevaient dans ce film. C'est à Haïti. Et les propriétaires terriens les répriment. Mais les esclaves vont gagner dans le film. C'est un grand film. Et à la fin, il y a une réunion. Et l'agent anglais, c'est Marlon Brando, il dit « Arrêtez avec les esclaves, libérez-les, faites-en plutôt des salariés, parce que ça vous coûtera moins cher. Écoutez, un esclave, vous le payez de la naissance à la mort, vous le nourrissez même quand il est malade. Un salarié, vous ne le paierez que quand vous aurez besoin de lui. » Et évidemment, Marlon Brando convainc les propriétaires terriens, avec ces conditions-là, de faire le début du salariat. Et c'est ce qu'on appelait les journaliers dans le temps, les loueurs de bras. On les payait à la tâche, les tâcherons. Et on a mis 170 ans, monsieur, pour retrouver ce que les esclaves avaient. C'est-à-dire le logement, la santé, le toit, la retraite. C'est nos salaires bruts, c'est nos cotisations sociales. On a gardé la liberté et des cotisations sociales. Et on a battu Marlon Brando. Mais aujourd'hui, avec Fillon, avec tous ceux qui veulent des VTC, ils veulent revenir à Marlon Brando. Ils veulent revenir au salariat sans cotisation sociale. Gérard Filoche, est-ce qu'on peut dire que François Hollande a tenu sa promesse d'inverser la courbe du chômage? Bah non, il y a 1 300 000 chômeurs de plus, catégorie A, B et C. Parce que les derniers chiffres indiquent une baisse de catégorie A. Le nombre de chômeurs inscrits a diminué de 0,9% en novembre par rapport à octobre. Écoutez, on fait passer des gens de la catégorie A à la catégorie B. On dit on va les former, donc on les compte plus dans la catégorie A, mais ils sont dans la catégorie B. C'est juste un transfert statistique. Mais oui, parce que dans les 3 catégories, si vous prenez A, B, C, depuis juin 2012, c'est 1 300 000 chômeurs de plus. Et même dans l'année 2016, c'est plus 0,5%. Et donc en vérité, ça dépend comment vous maniez ou pas les chiffres. Et en l'occurrence, de toute façon, on est quand même en France à 6 625 000 chômeurs, toutes catégories confondues, outre-mer inclus. Et donc c'est quand même un chiffre tellement grave qu'on peut dire, non seulement il n'a rien fait, mais il a aggravé. Il aurait pu au moins les 41 milliards. Vous vous rendez compte de ce que ça fait comme emploi dans la fonction publique, si on l'avait voulu? On a besoin de 20 ou 30 000 personnes tout de suite dans les hôpitaux. On a besoin de profs encore plus que ceux qui ont été faits. Il y en a eu que 54 000. Mais quand vous avez des élèves décrocheurs, faut prendre un groupe de 5 avec un prof qui s'en occupe. Il y a quand même eu des créations d'emplois pendant le quinquennat de François Hollande. 60 000 professeurs, par exemple. 54 000. Ouais. Mais c'est ce que j'étais en train de dire. Ça ne suffit pas pour remplir la justice, les éducateurs sociaux. Bon, par exemple, on parle de lutte contre le terrorisme. Moi, je suis pas pour envoyer les troupes. Je suis pour davantage d'enquêteurs et davantage d'éducateurs. C'est là qu'il faut mettre les efforts, parce qu'il faut lutter contre le désert des idéaux et le désert social qui font que des jeunes peuvent aller dans de telles aventures. Ben, il faut recruter des fonctionnaires. Les fonctionnaires, c'est bon. Il y a une publicité contre les fonctionnaires. On les paye trop cher. C'est pas vrai. Les fonctionnaires, ils produisent plus que ce qu'ils reçoivent. Gérard Filoche, vous restez avec nous, on fait une courte pause et puis dans un instant, on va évoquer la situation des VTC dans le brunch politique sur Sud Radio. Avec plaisir. Louis Morin. Le brunch politique Sud Radio. Le brunch politique en direct avec Gérard Filoche. Demain, les chauffeurs de VTC manifestent. Vous y serez? Oui, j'ai bien l'intention d'aller les soutenir parce que le scandale de Uber, je suis un inspecteur du travail pendant 30 ans, je peux pas admettre qu'on exploite à ce point des jeunes au point de les payer 3 € de l'heure. Alors j'entends bien Macron, ce prédicateur là qui dit ouais c'est mieux, il y a des jeunes des banlieues, ils y vont et tout. Bah oui. Ça a permis à de nombreux jeunes de s'intégrer. Oui d'accord. Au lieu de leur couper 2 bras, on leur a coupé un bras quoi. Alors on dit ils ont quand même un bras. Mais en fait qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai vu des jeunes de 25 ans. On m'a mis dans un VTC un soir, 23h30. Je lui dis mais qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui comme heure? Il me dit 20h. Ça fait 20 heures que vous roulez? Il me dit oui. Et il me dit, mais je suis en pleine forme, je veux faire du fric, il faut que je m'en sorte. Il me dit, ma mère m'a cousu 2 couvertures pour que je dorme dans la voiture. Je lui dis, mais vous faites combien par semaine? Il me dit, 110, 120 heures. Je lui dis, mais vous en sortez quand même du point. Il me dit, j'ai un petit ulcère. Mais puis, je dis, votre vie personnelle. Il me dit, ma copine m'a quitté. Je lui dis, mais quand même, vous avez payé les cotisations? Il me dit, ah non. Pourquoi? Mais il me dit, j'ai eu un accident de carrosserie il y a 3 semaines. Il a fallu que je rembourse. Mais je dis, c'est pas Uber qui rembourse. Il me dit, mais non. Bah évidemment, puisque le rapport entre Uber et puis le VTC, c'est pas un contrat de travail, c'est un contrat commercial. Et Uber a même osé passer de 20% de commission à 25%. Et donc en vérité, ils sont surexploités. C'est pas l'esclavage parce qu'ils sont libres, mais ils sont sans protection sociale, ils sont sans horaire, sans salaire, sans droit, sans médecine du travail, sans inspection du travail. Et la loi El Khomri, en plus, permet que leur contrat ne soit plus requalifié. Donc c'est une horreur en France. On dit on donne du boulot à des jeunes, mais à quelles conditions? On peut aussi les faire ramper dans la boue, en disant ils rampent dans la boue, c'est mieux quand on y tenait les murs.
C'est inacceptable d'en arriver dans un pays riche comme le nôtre à ça. Et Uber se fait 10 milliards. La cause 10 milliards de cette mobilisation, c'est notamment le taux que prend Uber. Uber prenait 20% sur les tarifs des courses. Aujourd'hui, il passe à 25. Uber passe à 25. Et ben là, oui, en plus, c'est marrant parce que Uber prétend qu'ils sont pas des salariés, mais finalement, la discussion se passe comme avec des salariés. Et ils devraient, évidemment, être salariés tous. Et tous, Uber devrait payer les cotisations sociales. Ils devraient les payer au minimum au Les SMIC. chauffeurs ont la liberté d'aller sur d'autres plateformes. Oui, d'accord. Et d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui le font. La liberté, celui dont je parlais tout à l'heure, là, qui avait un problème de carrosserie, il a envoyé une lettre recommandée à Uber pour faire la carrosserie. Les autres ont dit, ça nous regarde pas. Il en a envoyé une deuxième. Ils ont dit, si tu nous en envoies encore une, t'auras plus rien sur la plateforme. Parce qu'on peut les licencier sans rien. Si vous n'êtes pas correct avec la plateforme, vous n'avez même pas une lettre de licenciement. On vous dit, t'auras plus de courses. Donc on traite les gens comme des chiens. Et d'une plateforme à l'autre, tout le monde peut aller d'une plateforme à l'autre. Et vous croyez qu'on cherche comme ça toutes les courses, toute la journée, avec des milliers de gens qui sont à courir les horaires? C'est comme ça qu'ils font 20 heures par jour. C'est pas humain. C'est pas légal. L'Uber devrait être interdit. Il a été battu dans des grandes capitales, en Californie, à Rio, à Londres, à Francfort. Pourquoi il n'est pas battu? Je vais vous dire pourquoi Uber est pas battu en France. Alors qu'il devrait être interdit. Parce que Macron l'a protégé, et le prédicateur Macron, l'avenir pour les salariés, ceux qui comprennent pas ce qu'il dit, c'est d'être tous ubérisés. Il est pour une société sans statut, ni statut public, ni statut privé. Donc quand vous écoutez Macron, je vois des gens qui vont le voir comme on va voir les... C'est un ultra-libéral. Bien sûr, c'est un libertarien. C'est comme quand on va voir les prédicateurs Tea Party aux États-Unis. Et je vois les salles qui se remplissent pour ça. C'était le cas aux États-Unis pour les prédicateurs. Mais à la fin, les gens, ils en sont revenus du sermon. On en parlera tout à l'heure. Je voudrais qu'on dise un mot du conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui à Paris, à 14h30, François Hollande accueille une réunion symbolique, la conférence de Paris. Plus de 70 pays et organisations internationales, dont l'ONU, seront au rendez-vous, mais pas les parties concernées. Ça sert à quelque chose? C'est utile de discuter sans les gens qui sont concernés, ça sert jamais beaucoup. Par contre, il y a eu un vote à l'ONU pour arrêter la colonisation. Ouais. Ça devrait quand même être respecté, parce qu'il y en a assez qu'on nous invoque des votes de l'ONU dans des circonstances contre tel État et tel État, et que des votes de l'ONU n'aient jamais été appliqués à Israël. Et donc arrêter la colonisation est quand même une demande. Si la réunion d'aujourd'hui pouvait aboutir à dire respecter ce qu'a décidé l'ONU là-dessus, ce serait déjà un pas en avant, parce que on peut pas aller vers deux États. On peut pas aller vers deux États alors qu'il y en a un qui est en train de construire les maisons sur le territoire du deuxième État. Ça va pas. Israël dénonce une imposture palestinienne sous les auspices de la France et destinée à prendre encore plus de positions anti-israéliennes. Ils sont toujours dans la position des victimes. C'est ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahu. Ils sont toujours dans la position des victimes assiégées, alors que c'est eux qui s'élargissent sur les territoires et qui prennent petit à petit tout. Donc il faut corriger ça. Et c'est vrai que s'il y a une demande internationale pour le faire, Netanyahu devrait l'écouter au lieu de la condamner d'avance. Donald Trump souhaite déménager l'ambassade des États-Unis de Tel Aviv à Jérusalem. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Oui, j'ai vu ça, mais je suis comme tout le monde face à la menace de Trump. Je le ressens comme une menace dans tous les domaines, sur tous les choix politiques. Et ça me pose beaucoup de problèmes, la façon dont ça fonctionne. Il prendra le pouvoir aux États-Unis jeudi prochain. L'investiture officielle. La France... On va regretter Obama, et moi je regrette Bernie Sanders, je vous le dis tout de suite. Bernie Sanders, c'était votre modèle? Oui, c'était celui qui se battait par exemple pour l'augmentation du SMIC là. Fight for 15, c'est-à-dire pour que les jeunes de McDo, ils aient $15 de l'heure. C'est celui qui se battait pour que les étudiants aient les études gratuites aux États-Unis. Et il aurait gagné même contre Hillary Clinton s'il n'y avait pas eu un trucage des primaires là-bas, parce qu'il y avait 15% de super délégués qui ont choisi Clinton. Et si ça avait été Bernie Sanders, il aurait gagné contre Trump. Gérard Filoche, chaque jour entre 50 et 100 migrants déboutés du droit d'asile en Allemagne arrivent à Paris. Les centres d'accueil sont saturés. Quelle est la solution? Et nous, on n'en reçoit pas beaucoup, hein. J'ai cru comprendre qu'il y en avait 12 000 sur 58 000 demandeurs d'asile qui étaient reçus. Et je vois maintenant des gens partout dans Paris, parce que justement, il n'y a pas de réponse à ça. Notre pays est riche, il pourrait en accueillir plus. Je me souviens du sondage qui disait que 82% des Français étaient pour accueillir les migrants. En d'autres périodes, on en a accueilli plus. Pourquoi on ne le fait pas aujourd'hui? Pourquoi il y a une telle misère dans les rues de Paris? Le SAMU social, le 115, je suis allé les visiter l'autre jour. Ils ont 5 maraudes. Il en faudrait 3, 4, 5 de plus. Il n'y a pas assez de millions pour justement, la vague de froid qui frappe la France actuellement, en première ligne, les SDF, évidemment, et un certain nombre de migrants qui arrivent sur le territoire. Moins d'une personne sur deux qui compose le 115 est prise en charge. Ah oui, c'est pas normal.
Franchement, c'est pas normal. Vous demandez au Il faut gouvernement immédiatement des crédits en urgence. Et vous savez, les 750 salariés du 115 à Ivry, là, eux-mêmes, ils sont dans la misère, ils sont payés au SMIC pour faire ce boulot. Ils n'ont pas des bonnes conditions de travail. J'ai discuté avec eux. Ils regardaient, tout est chichement compté. Avec la vague de froid qui arrive, vous craignez faut recruter, des SDF qui meurent de froid. Faut recruter immédiatement. Faut mettre de l'argent immédiatement. Le gouvernement sera-t-il responsable si des SDF meurent de froid cette semaine ? Mais bien sûr que oui. On donne 41 milliards aux entreprises, on n'est pas capable de trouver 10, 20, 30 millions dans une situation d'urgence comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs 41 milliards, les 58 multinationales? Ils sont à Panama. Qu'est-ce qu'ils ont fait les banques? Elles ont des bénéfices comme jamais elles ont eu. Et traquent le petit qui a un découvert. Elles lui font payer cher les agios bancaires. Et à la fin, les gens se retrouvent à la rue parce qu'ils peuvent plus payer leur logement. Pourquoi? C'est bien sûr que c'est le gouvernement. Parce qu'on sort de 50 gouvernements qui, bien qu'élu à gauche, n'a pas fait une politique de gauche. Et c'est pour ça qu'il faut le dire ce soir dans les débats. Il faut que les gens comprennent quel est l'enjeu de la primaire de gauche. Il faut qu'ils viennent voter par millions dans cette primaire de gauche, le 22 et le 29 janvier, pour choisir celui des deux. Arnaud Montebourg, champion de la feuille de paye, celui qui va permettre de gagner et de faire gagner la gauche. Je veux dire que, à propos de ceux qui souffrent de froid, comme à propos des salariés dont le SMIC est bloqué, comme à propos de ceux qui sont au chômage, que dans notre pays, on pourrait faire tellement mieux. On a tellement les moyens. Sortez la crise de votre tête. La France n'a jamais été aussi riche et les richesses aussi mal partagées. Gérard Filoche, on fait une courte pause de publicité et on se retrouve dans un instant pour la suite du brunch politique sur Sud Radio. Le brunch politique Sud Radio. Louis Morin. Le brunch politique en direct avec Gérard Filoche. Vous avez vu que François Hollande pourrait soutenir Emmanuel Macron? Ça semble avoir été démenti, mais je vois bien que... Démenti par un proche du chef de l'État. Ouais, mais ouais. Je vois bien qu'il y a un doute exprimé depuis 3 ou 4 fois sur le fait qu'il pense que Valls va pas passer, qu'il fait plus ou moins savoir qu'il regrette. Mais il faut dire que cet homme qui a fait des mauvais choix politiques a été victime de ceux qu'il a choisis. C'est-à-dire Macron et Valls. C'est Brutus 1 et Brutus 2. Ils l'ont tué tous les deux. Ils ont rendu impossible qu'il soit candidat. Après lui avoir imposé ou participé ou contribué, co-élaborer une mauvaise politique avec eux. Ah bah oui, bien sûr, les deux. Bon, on a bien vu que début décembre, Manuel Valls disait j'irai pas te coller tes affiches si tu es candidat. Et après Hollande a dit je suis pas candidat. Il avait contre lui son ancien ministre de l'économie et son conseiller à l'Élysée, et contre lui son premier ministre. Et tout le monde disait t'as écrit un mauvais livre, t'as fait maman. Donc Hollande a dit bon, je peux pas me présenter. Les deux autres se font une bataille de chiens sur la même ligne. Ils sont co-responsables de ce qu'a fait Hollande, bien sûr. Ils se font une bataille de chiens sur la même ligne. Et bon, puis Hollande dirait finalement ça va dans le sens de ces deux-là. Je veux dire quelle tristesse. Ouais. Il se passe quelque chose quand même chez Emmanuel Macron. Il se passe quelque chose. Oui, monsieur, je vais vous le dire. C'est indéniable. 4000 personnes hier à son meeting à Lille. Je vais vous le dire. C'est comme les prédicateurs américains. Les prédicateurs américains, ils ont du monde, ils remplissent des salles, ils vous font des phrases magnifiques, ils vous parlent, ils baratinent. Mais à la fin, c'est quoi? C'est quoi le SMIC, monsieur Macron? C'est quoi la retraite, monsieur Macron? C'est 60 ans? Pourtant, vous savez, elle est déjà à 63, 64. Or, les gens perdent leur boulot vers 55, 56. Or, l'espérance de vie diminue en bonne santé. C'est quoi la retraite, monsieur Macron? C'est quoi la précarité, monsieur Macron? Bah ça, je sais la réponse. Il est pour que tout le monde soit précaire. Il est comme Madame Parizeau, il dit la vie, l'amour, la santé sont précaires, pourquoi le travail ne s'arrête pas? Ségolène Royal pourrait le soutenir aussi. Ségolène Royal. Elle fera pas le bon choix si elle a fait ça. Parce que la rumeur courait depuis plusieurs semaines et ce matin, le JDD le confirme. Eh ben écoutez, mauvais choix, mauvais cheval. Il faut pas choisir les prédicateurs de façon générale. Il faut choisir les gens qui expriment quelque chose de social. Il y a un certain nombre de députés socialistes, par ailleurs, qui ont peur pour leur réélection actuellement, qui se disent que ça va être compliqué avec l'étiquette du PS, et qui, de plus en plus, commencent à dialoguer avec Emmanuel Macron, à se tourner vers En Marche. Vous avez raison, il y a une dérive. C'est-à-dire qu'une partie des socialistes qui sont allés vers l'aile droite et qui ont cru que c'était la politique antisociale qui allait être payante, que s'il fallait suivre Blair et Schröder réunis, une partie de ceux-là sont en train de larguer le Parti socialiste. C'est vrai. Une partie de ceux-là sont en train d'abandonner la grande histoire du socialisme et de Jaurès. Une partie de ceux-là sont en train de rompre avec leur propre jeunesse et avec leur propre programme. Je le vois, je le regrette, je le déplore, parce qu'en fait, ils devraient tirer comme leçon de ce qui s'est passé, qu'il faut revenir à gauche. C'est celle que je tire avec mes amis Hamon et Montebourg. Le Parti socialiste risque de mourir cette année? Ah bah non, on va le sauver. Mais le sauver, c'est le sauver des griffes de Valls.
Si vous voulez avoir une chance de gagner à gauche, il faut nous battre Valls et 22 et 29. Et à ce moment-là, le Parti socialiste va changer, parce qu'on rediscutera tout. Hein. Macron est-il davantage un problème pour la gauche ou pour la droite? Parce que Macron, c'est le triangle des Bermudes. On s'y perd en le cherchant. Il est entre la gauche et le centre. Il est entre la droite et le centre. C'est surtout le problème du Parti socialiste actuellement. Ouais, enfin, c'est comme Mitterrand disait, quand on est au centre, on n'est ni de gauche ni de gauche. C'est le cas de Macron. Ouais. En ce qui concerne Macron, moi j'étudie ce qu'il dit. Je suis affolé qu'il y ait des salles pleines pour écouter ça. Parce que normalement, les gens devraient partir avec des grands éclats de rire. Mais ça va pas durer. Ça va pas durer. Dans les crises de régime, il y a toujours des personnages interlopes qui surgissent comme cela, comme Raspoutine ou Bernard Tapie. Mais ces personnages-là, ils font jamais l'histoire. Macron est un produit de la banque et du MEDEF. C'est un produit d'une construction qui remplit un vide tant qu'il n'y a pas la gauche. Le jour où la gauche revient, Macron disparaît. Vous craignez un nouveau 21 avril? Oh, bien sûr. C'est pour ça que je suis un second tour Le Pen-Fillon? Mais bien sûr. C'est pour ça que je me bats pour un candidat unique de la gauche. C'est-à-dire que je voudrais non pas seulement qu'il y ait un candidat de la gauche socialiste qui l'emporte le 29 janvier, mais je le répète, qu'il discute avec Mélenchon et avec Jadot pour qu'on ait une candidature commune, un programme commun, un casting commun entre président et Premier ministre, et ensuite des candidats aux législatives communs. La gauche ne gagne que quand elle est unie. Faut additionner les voix. Je le dis aux ceux qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon. Tout seul, vous pouvez pas gagner. Faut additionner les voix. Sans unité, sans addition des voix, personne n'y arrivera, ni vous, ni nous. Donc faut nous entendre. Nous, au Parti socialiste, on essaie de régler le problème, parce qu'on essaie de battre Valls et de faire une résurgence du Parti socialiste à gauche pour pouvoir travailler avec vous, électeurs de Mélenchon. Alors, quand nous aurons gagné, nous vous tendrons la main, ne la refusez pas. Agissons en commun. C'est la course au candidat anti-système actuellement? Heureusement. Le système, c'est 6 600 000 chômeurs, vous vous rendez compte? Le système, c'est 2 milliardaires, Bettencourt et Arnaud, qui possèdent plus que 20 millions de Français. Arnaud Montebourg ne paraît pas comme un candidat anti-système, par exemple. Quand il dit « je suis le candidat de la feuille de paye », vous avez déjà entendu un président dire ça avant lui? Non, mais c'est un homme qui a gouverné sous le mandat mais enfin, il dit d'abord, il fait le bilan, il a été viré. Comme Hamon, ils ont été virés assez malproprement par Valls, qui a fait un chantage à Hollande pour qu'il en soit ainsi. Et depuis qu'ils sont virés, ils essaient de se battre. Donc faut écouter ceux qui se battent, parce que ça veut dire que eux, ils reviennent sur le bilan. Eux, ils acceptent pas le bilan quand ils sont candidats. Et quand il dit je suis le candidat de la feuille de paye, quand il dit je suis le candidat pour que les gens vivent mieux, c'est mieux quand même. Hein, c'est une bonne piste, je crois. Un mot de vous, Gérard Filoche. La justice vous a débouté dans votre cours pour votre candidature à la primaire de gauche. Vous avez même été condamné à payer 3 000 € au Parti socialiste. Non, c'est des dépenses de frais de justice. Voilà, pas de en dédommagement des frais de justice. C'est automatique, ça. Ouais. Mais moi, vous regrettez d'avoir fait... non, je regrette de ne pas avoir gagné, parce que le juge, il a dit que ma plainte était recevable. Et deuxièmement, que la façon dont étaient organisées les primaires était tout à fait condamnable. Mais il était en référé. Et un juge en référé, il peut pas aller plus loin. Quel avenir pour vous, Gérard Filoche, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Moi, je serai aux côtés de celui qui a gagné pour négocier avec Jean-Luc Mélenchon et Yves Jadot le programme de gouvernement, bien sûr. Qu'est-ce que vous souhaiteriez par la suite? Je serai candidat à la prochaine présidentielle. Bernie Sanders avait 74 ans quand il a fait candidat. Merci Gérard Filoche d'avoir accepté notre invitation dans le brunch politique. Dans un instant sur Sud Radio, retrouvez Sylvain Augier pour Qu'est-ce qui vous fait courir? Le brunch politique. Sud Radio.